Donc, rebonjour, module 2, comment développer son leadership et motiver nos membres à assumer leur leadership. Je lisais avec Mélanie certains commentaires en ligne, puis il y en a une personne qui disait « Ah, moi, mon patron, c'est un leadership collaboratif. » Moi, je vous avoue que c'est vraiment le leadership qui me plaît aussi le plus, que j'essaie de pratiquer davantage entre le participatif et le collaboratif, parce que j'aime bien toute la logique de coopération, de cohésion, mais aussi l'approche d'innovation et de créativité, donc par l'engagement des gens. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être des leaderships qui, dans certaines situations problématiques, nous incitent à peut-être sauter dans un autre genre de leadership, soit directif ou chef de file. Mais c'est vraiment peut-être dans une logique collective, d'organisation communautaire, de développement de nos communautés, deux types de leadership que l'on retrouve très souvent. Donc, comment développer? Une autre citation, je ne sais pas si vous connaissez Henry Mintzberg, il a écrit beaucoup de livres sur les leadership, sur la gouvernance et tout ça. C'est très intéressant ce qu'il écrit, puis plusieurs de ses écrits sont aussi en français. C'est un professeur à McGill, à Montréal, et encore là, c'est difficile de choisir une citation, mais celle-là me faisait sourire. Le leadership, c'est comme apprendre à nager. Cela ne s'apprend pas dans un livre. Donc, quelqu'un pourrait nous l'enseigner, mais à quelque part, il faut vraiment l'expérimenter, le leadership, pour le vivre pleinement. Donc, comment l'expérimenter? Ça part de soi. Si nous, on veut assumer un rôle de leader au sein de notre organisation, il faut d'abord se connaître, nos qualités, nos compétences, nos intérêts, notre passion, comment on a le goût de s'investir dans la communauté, dans quel secteur d'activité, pourquoi choisir telle organisation ou telle autre organisation. Très souvent, quand on s'implique ou on s'engage dans une organisation, on commence un premier rôle, ça peut être bénévole, peut-être qu'éventuellement on sera sur un comité ou le CA, puis éventuellement peut-être qu'on assumera la présidence ou la direction générale. Donc, ce qui est intéressant dans cette logique-là de peut-être 5 grands blocs, le premier bloc, si c'est moi et me connaître, je vais vous proposer un exercice qui est de faire une petite auto-évaluation. C'est sûr qu'on se connaît, on sait ce qu'on aime et tout ça, mais par rapport à la logique du leadership, puis quand on regarde les différents styles de leadership, puis qu'on peut peut-être évaluer si on est plus tel style, ou quand on joue tel style, ou quel style nous intéresse assez pour développer davantage. Donc, une petite auto-évaluation. Je vais lire la phrase, je sais que vous les voyez à l'écran. Peut-être que vous pouvez vous écrire pour chacun des points si c'est plus oui ou plus non, ou si vous êtes dans une question où est-ce que vous avez de la difficulté à répondre aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, si vous êtes un bon ou une bonne leader, pour découvrir vraiment si vous l'êtes, on va y aller étape par étape, et oui ou non, ou peut-être, ou point d'interrogation. Je me préoccupe de véhiculer la vision et les valeurs de notre organisation. Oui, non ou je ne sais pas. Je suis à l'écoute des critiques, des idées et des suggestions des personnes qui exercent quotidiennement le travail au sein de l'organisation. Oui, non, je ne sais pas. Je suis ouverte au changement, je suis ouverte aux compromis, aux expérimentations, aux idées nouvelles suggérées par les membres de mon équipe. Je suis rassembleur ou rassembleuse. Je m'exprime au nous plutôt qu'au je. Et je sais créer un esprit d'équipe. Je saisis le besoin d'encadrement dont chacun et chacune a besoin pour bien faire son travail et je me soucie d'adapter mon approche pour répondre encore là aux besoins de chacun et chacune. 6. Je décèle les talents et capacités des membres de mon équipe et leur attribue les tâches et les responsabilités qui leur conviennent le mieux. 7. Je connais mes forces, je m'exprime clairement, j'exprime clairement mes limites, je sais dire non et trancher au moment opportun. Je suis authentique, je connais mes faiblesses, j'assume mes erreurs, je suis capable d'admettre mes torts et de reconnaître les bonnes idées des autres. Toujours oui, non, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je suis soucieux ou soucieuse d'évoluer dans mon travail. Je m'informe, je demande des conseils, je m'impose des lectures, je suis des formations. J'encourage chacun et chacune à se dépasser. Je les motive, je les aide à atteindre leur plein potentiel et je reconnais leurs forces. 11. Je n'hésite pas à référer un membre ou une membre de mon équipe pour une promotion.
ou accepte et encourage même la démission d'une bonne personne, d'un bon collègue ou d'une bonne collègue qui désire occuper un poste qui répond à ses aspirations. Je n'ai pas besoin de me placer à l'avant-scène, de me mettre sous la lumière. Je partage spontanément les hommages avec mon équipe. Dans l'ensemble de ces affirmations, vous reconnaissez-vous dans une majorité de ces affirmations? Si oui, c'est que vous possédez la plupart des qualités pour être une vraie leader ou un vrai leader. Donc, là, je sais qu'on a passé vite. Je pense que j'ai essayé d'écrire les phrases de façon très simple, très concise, mais il est évident que, et je vais regarder celui-là, l'item 11, je n'hésite pas à référer un membre de mon équipe pour une promotion ou accepte, encourage même la démission d'une bonne personne qui désire occuper un autre poste qui répond à ses aspirations. Combien de fois j'entendais des personnes, parce qu'on est déchirés, on a tellement investi de temps en ressources humaines pour recruter la bonne personne, on l'a formé, on l'a informé, on fait plein de choses pour vraiment l'intégrer, l'inclure dans l'équipe, puis elle quitte. Et au lieu d'être content pour cette personne-là, très souvent j'entends, c'est dommage, on a investi beaucoup de choses, puis on la perd, puis on perd une bonne ressource, puis au lieu de se réjouir pour la personne, on voit vraiment le drame que cela crée, puis les efforts additionnels que l'on fait. À quelque part, cette personne-là quitte l'association, l'organisation enrichie d'un tout un bagage qui va être aussi peut-être mis à profit dans un autre contexte. Donc, si aussi oui à l'ensemble de ces questions-là, ou la majorité de ces affirmations-là, comme je vous disais, c'est que vous possédez la plupart des qualités d'une vraie leader. Si on va au deuxième plan, donc moi, je me connais davantage, il y a plein d'autres outils d'auto-évaluation avec le profil que je vous ai partagé tout à l'heure, que j'ai bâti en regardant différents profils de leaders, tant dans le milieu agricole, alimentaire, artistique, politique. Quand je vous ai dit c'est un homme, une femme, charismatique, c'est en regardant une variété de profils de leaders dans différents contextes. Puis c'est pour ça qu'on arrive à différents styles de leadership parce que chaque personne avait une approche prépondérante comparativement à d'autres. Mais tous les leaders ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont un souci de comprendre l'autre, de comprendre les autres autour d'eux. Nelson Mandela, quand il a porté à bout de bras la cause qu'il portait, il savait ce qui se passait dans sa communauté, les injustices. Il voulait attaquer l'apartheid, il voulait mobiliser très large, mais il comprenait la misère et la pauvreté parce que c'est quand même quelqu'un qui venait d'un clan. Il était fils d'un chef de tribu. Il était quand même dans une certaine classe dans sa communauté. Puis malgré tout ça, il s'est mis à un niveau, puis même s'il a étudié pour être avocat, puis qu'il a eu vraiment la vie difficile dans toute cette trajectoire-là, il a vu qu'il y avait encore des gens qui vivaient encore une plus grande misère. Puis en comprenant les autres, il a pu vraiment se donner une vision très rassembleuse, puis qu'il y a eu plein de gens qui l'ont suivi pendant même toutes les années qu'il était en prison. Donc, il faut comprendre les autres, il faut comprendre leur motivation, il faut comprendre leur talent, leurs compétences, leur désir d'autonomie au sein de nos organisations. Puis le leader, en tant que leader, on se donne la chance de vraiment trouver la meilleure stratégie, le meilleur style de leadership selon le contexte. L'autre chose qu'on doit faire si on veut développer nos habiletés d'être leader, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle. On travaille avec des humains, on ne travaille pas avec des machines. Oui, les machines, les ordinateurs, les téléphones intelligents, ce sont nos outils, ce sont nos ressources. Mais ce n'est pas avec ces affaires-là qu'on fait du développement de la communauté. Ce sont vraiment des outils qu'on utilise pour mieux se réseauter, trouver des façons pour mieux se parler, partager de l'information, tout ça. Mais faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de regarder toutes les habiletés que moi, comme leader, mais que les autres personnes dans mon entourage, verbales ou non verbales, qu'ils ont, pour vraiment comprendre au-delà de ces habiletés-là et comprendre aussi les émotions des personnes, mais aussi mes propres émotions dans le contexte. Faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est pas juste travailler sur le rationnel des choses, sur ce que l'on voit, mais c'est aussi travailler sur les émotions des personnes. Quand on travaille sur une cause, pensez à la cause Montfort il y a plusieurs années, l'hôpital Montfort, on travaillait sur la logique
du besoin en santé. Il fallait un hôpital parce que quand on est malade puis qu'on est francophone, on est bien mieux en exprimant où on a mal en français. Mais on avait aussi une intelligence émotionnelle parce que les gens étaient dans les émotions. On voulait pas perdre un actif dans notre communauté. C'était quelque chose que des gens avant nous avaient investi beaucoup de temps et d'énergie à créer et on avait des émotions dans ce dossier-là aussi. Il fallait vivre le grand rassemblement pour sentir toute la logique du projet de société qu'on portait, mais aussi toute l'émotion portée par des milliers de personnes. Puis un bon leader, ça va être de sentir toutes ces choses-là, de le comprendre et d'identifier les meilleures stratégies pour alimenter encore là le travail collectif. Oups. L'autre, le développer son pouvoir d'influence. Je reviens avec la notion de pouvoir. C'est que si on assume un rôle de leadership, ça se peut qu'on soit dans un processus de négocier, de persuader. Encore là, dans une logique collective ou associative, c'est souvent un bénéfice mutuel, autant pour les personnes, l'organisation, la communauté. Le leader, va falloir qu'il sache écouter, puis il va falloir aussi qu'il trouve une façon, un terrain d'entente quand ils affirment un pouvoir pour porter plus loin le projet. Développer son pouvoir d'influence, c'est aussi créer le contexte, le climat de confiance. Et on peut pas toujours tout gagner tel qu'on le voit. Il faut parfois faire de la place au compromis, mais pas le compromis à tout prix, le compromis qui fait encore du sens. Donc, un leader qui développe son pouvoir d'influence, il y aura à négocier, il y aura à persuader, il y aura à écouter, il y aura à trouver des terrains d'entente, il y aura aussi à faire place au compromis et toujours dans une logique de confiance mutuelle, sinon on n'avance pas. Et leader, va falloir qu'il donne une direction. Va falloir qu'il reste dans le positif, dans la construction ensemble collective et aussi dans l'approche gagnant-gagnant. Les gens vont vouloir s'associer avec nous parce qu'ils se disent, c'est ça qu'il faut faire maintenant. J'ai le goût de travailler avec cette personne-là, elle sait où elle va, elle sait comment elle va le faire. Elle vient me chercher dans mon meilleur, dans ma meilleure contribution. Puis en même temps, je sais que si je marche avec elle et avec toute cette équipe-là, c'est gagnant-gagnant, c'est à succès, on s'en va dans la bonne direction. Pour motiver les autres à assumer leur leadership, il y a différentes stratégies, mais de façon super concrète pour motiver vraiment les autres membres du conseil d'administration, les autres membres de l'équipe de travail, les autres bénévoles qui gravitent autour de l'organisation ou sur certains projets. On s'est rendu compte qu'il y avait 4 éléments majeurs. Je reviens à la notion de vision. Qu'on soit leader visionnaire ou pas, là, c'est pas juste associé à la forme de leadership, mais il faut vraiment, quel que soit le leadership, sentir que le leader sait où il va et que lui et son équipe sait où elle va. Et donc, la vision claire et concertée. Puis pas juste qu'on sait où on va, mais qu'on est capable de bien le communiquer de façon inspirante. Un autre pilier de leadership, ça rejoint notre notion de comprendre les autres, c'est d'être clair au niveau des attentes, de vraiment vérifier encore là auprès des gens qu'est-ce qu'eux sont prêts à contribuer dans le processus, mais aussi quelles sont leurs propres attentes par rapport au projet de société ou au projet que l'on mène. Un leader va se donner des mécanismes aussi de suivi, de contrôle. Si on identifie notre vision, puis la trajectoire pour réaliser cette vision-là, puis qu'on amène tout le monde à marcher avec nous, ben à quelque part, il faut faire le point. De temps en temps, il faut évaluer, il faut contrôler, il faut voir si on maintient encore là un dialogue qui est très constructif dans tous les membres de l'équipe et si on est toujours dans la même trajectoire. C'est correct de changer de trajectoire tant que c'est encore là une décision collective, puis que c'est pas juste le boss, le leader qui décide qu'on tourne à gauche et à droite. Donc, mais quand on fait un suivi et un contrôle, on peut se rendre compte de ça s'il faut amener de la nuance dans nos stratégies, de nos actions. Et l'importance de la rétroaction, qu'elle soit positive et constructive à tous les temps. Et je regardais différentes histoires de cas où est-ce que les gens disaient « Ah, mon Dieu Seigneur, je me suis retrouvée dans un poste de leader, j'étais présidente d'une organisation, j'étais directrice générale ou directeur général d'une organisation ou coordonnateur de projet. » Puis il y en a qui disaient « Ah, la pire gaffe que j'ai pu faire, c'est
de dire quelque chose et de faire une autre chose. Donc, d'être incohérent. Donc, dans les 7 pièges courants à éviter pour pour perdre notre crédibilité comme leader ou être mis en question, c'était ces éléments-là que je retrouvais. Donc, la première chose, c'est ça, dire quelque chose puis faire le contraire, ou penser quelque chose, informer les gens sur quelque chose puis on fait le contraire. Donc, avoir une certaine incohérence que les babines ne suivent pas, non, que les babines ne suivent pas les bottines. Non, les bottines ne suivent pas les babines. Donc, on dit quelque chose, mais en même temps, dans l'action, on sent que ça va dans un autre sens. Un leader qui, tout le monde lui dit, écoute, on fait fausse route, on fait fausse route, on fait fausse route, mais qui est tellement convaincu que lui continue. Donc, de montrer qu'on est obstiné. Être déterminé et persévérant, ça peut être une qualité quand c'est bien géré, mais de s'obstiner quand tout le monde nous dit on fait faux pas. Il y en a des gens qui étaient tellement convaincus de la meilleure stratégie qu'ils qui ont perdu l'écoute. Quand les gens leur disaient, écoutez, là, on va se casser la gueule, le mur qui est devant nous, la lumière qui est devant nous, c'est pas de la lumière au bout du tunnel, c'est le train qui s'en vient vers nous. Donc, il faut se réveiller avant. Donc, de se montrer obstiné. Peut-être que parfois, ça a fonctionné, mais moi, je préfère nommer dans les qualités être persévérant, et déterminé au lieu d'être obstiné. Obstiné, ça veut dire, même si j'ai tort, je vais continuer à tenir mon morceau, puis on va aller de l'avant. Vous savez, le leader qui se met à parler au nom de tout le monde, puis de penser au nom de tout le monde, tu sais, de penser pour les autres, au lieu de laisser les gens vraiment s'exprimer par eux-mêmes. Que si ça va mal, puis même si c'était sous ses directives, c'est au lieu d'assumer en partie certaines décisions pour dire nous avons fait une erreur, papa, de tout de suite dire s'ils auraient dû, il et elle auraient dû faire ci, ou s'ils avaient fait ça, ou tout ça. C'est comme tout de suite blâmer au lieu de prendre le temps comme un leader, si on regarde dans les autres stratégies, la diapositive avant, de prendre le temps de faire un suivi, d'évaluer, de faire un contrôle. Tu sais, avant d'arriver à dire il et elle auraient dû, peut-être faire le point puis dire elle est où la cause? Où est-ce qu'on s'est trompé? C'est pas de blâmer l'autre, c'est d'assumer de façon collective. On a peut-être choisi sur nos 10 stratégies, 2 stratégies casse-cou, puis on s'en est rendu compte. Mais comment on a appris de ça, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on ajuste le tir? Des bons leaders vont être capables d'être très humbles pour réorienter le tir. De vous concentrer sur vos besoins personnels sans penser suffisamment à ceux des autres. Tu sais, le genre de leader qui est vraiment dans la logique du « je ». Puis là, je veux faire la différence. Quand on développe le leadership jeunesse, exemple à la FESFO, vu que les jeunes doivent prendre leur place, souvent dans leur famille, dans leur école, dans leur communauté, c'est une étape, c'est un crescendo. À ce moment-là, on a besoin d'entendre notre voix, on a besoin d'entendre le « je ». On a besoin de dire « je suis »,« je fais »,« j'agis ». Mais quand on est dans une démarche collective un petit peu plus tard et que ce soit un leader jeunesse ou un leader de toutes les sphères d'activité de la francophonie et de tous les âges, ben quand on reste dans la logique du « je », ça a l'air comme si cette personne-là fait tout au nom de tout le monde. Je fais ci, je fais ci, je fais ça, j'ai dit ci. Et on l'entend, ce genre de discours-là, même dans nos leaders, dans différents secteurs d'activité. À quelque part, ces personnes-là ne font pas rien seules. Ils le font parce qu'il y a bien du monde en arrière de soi. Et quand on utilise le « nous » au lieu du « je » dans ces dynamiques-là, on est en train de redonner un pouvoir, de partager le pouvoir qu'on s'accaparait à seul à toutes les personnes qui marchent avec nous, qui nous suivent, qui se rassemblent autour de la même cause. Un autre piège courant à éviter, c'est d'avoir peur. Bon, OK, si on est à la tête du troupeau, les gens nous suivent, puis là, on doute. Ben oui, on peut avoir peur. Puis si on a peur, ben ça reste une peur si on l'affirme pas, si on n'en parle pas aux gens autour de nous, si on se sent pas là, un peu comme les différents types de styles de leadership où est-ce que on se sent tellement pas à l'aise d'en parler aux autres parce qu'on a peur d'ébranler cette solidarité-là. Pourtant, peut-être que c'est juste nous qui avons cette émotion-là. Et d'en parler, peut-être que ça va dissiper cette crainte-là ou cette peur-là, puis qu'on va être ensemble, être en train de reconfirmer, non, on fait vraiment ça, ça va nous amener à la prochaine étape et ça peut dissiper les peurs. D'avoir peur et de le garder pour nous, si on se retrouve dans notre rôle de leadership, c'est peut-être nous qui, à un moment donné, on va freiner la meilleure action qu'on devrait faire à ce moment-là.
puis on ne saura pas qu'est-ce qui nous a freinés. Puis c'est peut-être la peur qu'on a traînée. Au lieu de l'aborder, de la dissiper, ben c'est peut-être un frein qu'on s'est créé, puis on ne sait pas à quel point ça va nous affecter. Tu sais, le genre de leader aussi, il a vraiment fait des gaffes, puis il va tout faire pour couvrir cette gaffe-là ou justifier ses erreurs. On n'est pas dans cette logique-là. Tout le monde peut se tromper, que ce soit les leaders, que ce soit les collègues, les collaborateurs, les collaboratrices de ce leader-là qui se mobilisent autour d'un organisme, au sein d'un organisme, au sein de la communauté. Quand quelqu'un fait une erreur, et encore plus le leader, très humblement, d'assumer cette erreur, de le dire et de vraiment trouver la meilleure stratégie pour surmonter peut-être le défi que ça l'a causé. On reste dans notre rôle de leader dans notre organisation pour aller de l'avant et non pas quand on couvre nos erreurs puis qu'on justifie nos erreurs. C'est ça le modèle qu'on va donner aux autres autour de soi. Que si on fait une erreur, il faut surtout pas le dire, faut pas que ça paraisse, puis que si jamais ça paraît, ben je me justifie. On est où dans notre logique collective de continuer à porter un projet de société puis de travailler ensemble? Donc, les leaders qui disaient « Oh, j'ai fait une gaffe à un moment donné » et au lieu de l'embrasser puis de dire très ouvertement « J'ai fait une gaffe, on modifie le tir », ben, ils ont plus couvert et justifié, se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment fait du tort dans la dynamique dans laquelle ils étaient investis pour le leadership de cette organisation-là. Le 15 novembre, c'était une grosse date en Ontario français. Ça va être une date qu'on va nommer pendant des années, comme on nomme encore aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années plus tard, le règlement 17, comme on nomme aussi depuis une vingtaine d'années la crise de l'hôpital Montfort. Mais quel éveil! Et l'image qu'on a choisie, le point levé, tu sais, c'est individuellement, au début de la première image, c'était 1 point. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'était 1 point. Maintenant, c'est 5 points et plus. Et dans la logique des 5 points et plus, c'est qu'on est dans une logique collective. Les points sont de couleurs différentes, donc on est vraiment dans notre diversité collective. Mais le genre de leadership qui a émergé de ça, c'est comme si on avait été rechercher le meilleur du meilleur dans nos pratiques associatives. Je l'ai appelé le leadership collaboratif. Si on se réfère à vraiment comment on définissait le leadership collaboratif, mais pluriel. Je pense que c'est là que notre communauté innove et j'espère réellement que quelqu'un, quelque part, pourra documenter l'ensemble de la dynamique. Puis on est encore en plein dedans présentement. Là. Puis quand vous allez écouter ce webinaire-ci, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, ça sera encore partie de notre quotidien et de notre vécu collectif. Mais on s'est rendu compte que il y a eu un leadership collaboratif, pluriel. Puis pluriel parce que ça a été sur plus d'un front. Du côté associatif, il y a eu d'abord une mobilisation des organismes porte-parole. Il y a eu déjà un message commun qu'on appelle un plaidoyer, un message commun qui nous ralliait, qui nous rassemblait. Puis là, il y a eu quelques personnes clés qui ont fait de la représentation. Puis même là, encore là, très rapidement, les gens se servaient de ces textes-là et ces images-là pour aller faire de la représentation au niveau local et régional. Puis, il y a une planification de la mobilisation. Puis, j'ai mis 3 petits points parce que la liste serait tellement longue. Mais en même temps, à quelques heures avant ou après la mobilisation des organismes porte-parole, la session organisée par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, il y a eu la préparation des manifestations. On s'est dit, il faut sortir dans les rues. Il faut montrer qu'on est vraiment vivant. Excusez-moi. Puis il y en a qui sont sortis même avant que les manifestations soient organisées dans les 40 villes. Il y a eu une mobilisation des artistes parce que la journée qu'il y a eu les manifestations, il y avait déjà des chansons collectives sur la toile. Donc, pour faire une chanson collective qui est déjà filmée, enregistrée en studio, c'est que la journée du 15 novembre, il y a du monde le lendemain ou le surlendemain, ont adapté une chanson. Et même si pendant ces quelques jours-là, les leaders porte-parole de nos organismes se rencontraient puis exploraient des stratégies, eux, ils étaient déjà dans une salle en train d'enregistrer une chanson en disant « Nous, notre pouvoir, c'est de mobiliser et inspirer. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres qui ont choisi la plume pour co-construire via la toile un manifeste franco-ontarien qu'on dit écrit à 1000 plumes parce que
Et il y avait tellement de contributions sur la toile, des phrases clés, des mots clés, des poèmes, des chansons. On ressortait des vieilles choses qu'on actualisait et on a mis ça ensemble pour écrire un manifeste franco-ontarien. Un manifeste, ça le dit, c'est un texte que l'on porte, écrit à 1000 mains, dit à plusieurs voix. Il y a eu la mobilisation de dons. Il paraît qu'il y a déjà des dizaines de milliers de dollars pour appuyer la lutte. Et là, il y a eu le réflexe de dire à un moment donné, parce qu'il y a eu un crescendo avant telle date pour dire qu'il faut appeler les élus. Et là, il y a eu un appel, il y a eu un outil, notre réseau avec l'AFO et les membres ont créé cet outil-là qui ont facilité le travail, mais c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est les leaders de nos organismes qui ont fait des appels à tous les élus un peu partout en province. Donc, vous voyez, le leadership collaboratif, c'est qu'il peut avoir différentes dimensions quand il est pluriel et l'impact, c'est comme si on lançait une roche dans un lac et qu'on voyait d'abord les 3 premiers rayons, mais que tout d'un coup, il y en a 125 rayons, puis là, il peut en avoir 1000 rayons autour de la roche. En parallèle à l'associatif communautaire, il y a même le secteur privé qui se sont dit, entre autres, tout le côté de l'égal de la chose, 111 avocats et avocates qui se rencontrent pour dire, est-ce qu'il y a une cause? Puis s'il y a une cause, qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt au bon moment, avec les bonnes personnes pour la porter? Puis là, il y a eu une couverture médiatique en tout ça. Et du côté politique, encore là, il y a eu une prise de parole de tous les paliers et de tous les partis, de toutes les régions du pays, lors des manifestations, mais à différents espaces aussi. Il y a eu des prises de position. J'ai écrit une prise de position parce que je pense que celle qui nous a marqué toutes, c'est la jeune députée de l'Est de l'Ontario qui a quitté le Parti conservateur pour prendre position et vraiment s'associer à la cause. Bien, ça s'inscrit dans ce leadership collaboratif. Donc, dans chacune des actions concrètes, il y a soit une ou plusieurs personnes qui ont assumé un leadership. On a navigué dans tous les styles de leadership parce qu'il fallait une variété de styles pour porter différentes actions et différentes stratégies. Et imaginez aujourd'hui, plus que jamais, même si on est encore dedans et on va être dedans encore pendant un bon bout de temps, peut-être pour les prochaines années, ça demeure qu'on est en train de créer une belle fondation d'un leadership renouvelé, collaboratif, mobilisateur, inspirant, où chaque personne, quel que soit son rôle dans la société, peut prendre sa place. Donc, petit quiz pour conclure l'exercice. Ça vient du site énergir.com. C'est un blog, c'est un quiz pour le développement des entreprises, mais c'est aussi pour confirmer le type de leader qu'on est. Je pense que ça boucle bien. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, prenez un bout de papier et pour chaque question, vous écrivez seulement question 1, quelle réponse que vous écriviez? 1, 2, 3, 4, 5, le chiffre. Et à la fin, je vais vous dire à quoi tel chiffre représente quel type de leadership. Donc, laquelle des phrases suivantes auriez-vous tendance à dire naturellement? Faites ce que je vous dis. La deuxième, nous allons aller très loin. Venez avec moi. La troisième, les collaborateurs, les collaboratrices d'abord. 4, qu'en pensez-vous? 5, essayez ça. Donc, sur votre feuille, question 1, écrivez votre réponse. Je vous laisse regarder encore. Question 2. Que faites-vous si vous sentez une baisse de productivité dans votre équipe? Je demande un suivi précis. Je mobilise tout le monde et je rappelle le sens et le but du projet. J'organise une activité de consolidation d'équipe. Je demande l'avis de tous les membres de l'équipe pour trouver une solution. Je m'assure que tous les membres de l'équipe occupent des rôles qui leur conviennent. Donc, encore là, pour la question 2, laquelle de ces énoncés-là vous représente le plus, que vous diriez plus rapidement? Question 3. Lorsque vous déléguez des tâches aux membres de votre équipe ou à des partenaires, vous avez tendance à adopter l'un des comportements suivants. Vous voulez tout contrôler, vous voulez expliquer le pourquoi de la tâche, vous invitez les gens à travailler en équipe, vous invitez les gens à user de leur créativité, vous encouragez l'autonomie de chacun et de chacune. Je laisse encore là noter votre note.
4e question. Ce qu'on admire le plus chez vous est l'une des qualités suivantes. Votre capacité à prendre en main des situations difficiles, votre charisme et votre empathie, votre capacité à apaiser les conflits, votre capacité à recueillir des idées rapidement ou votre capacité à développer les compétences des gens. La 5e question. Parfois, vous vous étonnez que l'on ne vous écoute pas, que votre équipe n'ait pas réussi à comprendre votre vision du projet, qu'après une rencontre spéciale, les membres de votre équipe ne réussissent pas à mieux communiquer entre eux et entre elles, que vous n'ayez pas reçu de nouvelles idées de vos collaborateurs et de vos collaboratrices pour vous aider à prendre une décision importante, qu'un de vos collaborateurs ou une collaboratrice ne réussisse pas à progresser dans l'organisation. Et là, je vois que collaboratrice manque 2 S. Donc, quand on a fait une copie, c'était pas la bonne version, mais on mettra la bonne version en ligne. Et finalement, lorsque survient une situation difficile au travail, vous donnez des instructions précises à vos employés ou à vos partenaires. Vous montrez la voie à suivre en mobilisant votre équipe. Vous soutenez votre équipe dans cette période difficile. Vous convoquez une réunion afin de recueillir le plus d'idées possibles des membres de votre équipe. Vous construisez une équipe compétente qui agira en cas de problème. Donc, si vous avez eu la tendance de répondre beaucoup de 1 à ce petit quiz-là de 6 questions, vous avez une tendance d'être un leader directif. Si vous avez plus une tendance, plus de réponses 2, vous êtes plus dans la tendance du leader visionnaire. Si vous avez plus de 3, c'est le leader collaboratif. 4, vous êtes un leader participatif. Et 5, un leader coach ou mentor. Encore là, j'ai donné juste les grandes tendances. Si vous allez sur le site que j'ai mis sur les différentes questions, là, si vous écrivez sur le site, vous cochez toutes vos questions comme vous venez de le faire. Si vous avez comme 2, 2, 4, 1, puis 3, 5, là, ça serait moins que ça, mais ça va vous donner un peu où est-ce que vous vous situez dans deux types de leadership. Mais encore là, je voulais qu'on se rappelle par des mots-clés, des concepts clés, les essences même de les styles de leadership et comment vous vous retrouvez là-dedans. En conclusion, les meilleurs leaders ne le deviennent pas en un instant ni en un mois. Ils et elles le deviennent jour après jour tout au long de leur vie. Quand j'ai commencé à m'impliquer dans les organisations, j'ai beaucoup observé. Je pense qu'avant que je prenne la parole dans une association ou dans une assemblée générale annuelle, je pense qu'il y en a eu quelques assemblées générales annuelles avant que je me sente à l'aise de parler. Je me rappelle les premières fois, faute de pas vouloir faire de gaffe, j'écrivais même l'énoncé que j'étais pour dire à voix haute. Et en prenant la parole 1 fois, 2 fois, 3 fois, un peu ce que la FESFO enseigne à toute notre jeunesse qui développe leur leadership et que nous, on devrait s'enseigner les uns les autres pour assumer pleinement notre leadership dans les associations. Plus on prend la parole, plus on se positionne, plus on a le goût d'être cette personne qui va motiver, qui va inspirer, qui va pouvoir guider. Et même si on choisit de ne pas être ce leader-là, si on peut être une bonne personne d'équipe qui soutient le leader ou les leaders qui portent le projet de société, on fait une différence dans la communauté. Donc, si ça vous tente, devenons des leaders qui trouvent sans cesse de nouvelles manières de rendre service à notre organisation et à notre communauté. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne, Mélanie? Des commentaires? Non? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, si ça vous tente, il y a 2 autres webinaires si vous n'êtes pas inscrits sur la diversification financière et je peux vous dire que je vais partager vraiment des trucs très novateurs pour diversifier nos sources de financement et la planification stratégique, mais vraiment axée sur la pratique, les praticiens et les praticiennes, parce que oui, on peut le faire par nous-mêmes. Donc, il est pas trop tard pour vous inscrire. Il faut aller sur le site de l'AFO
pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez aussi écrire dans la boîte de chat si vous êtes intéressé et Mélanie pourra vous envoyer le lien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que ce webinaire a su vous informer, vous motiver, vous éclairer, mais surtout ensemble devenir encore plus riche au niveau de connaissances pratiques